Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. James Langlois, bonjour. Allô. Benjamin Boivin. Salut. Et grand retour, Laurence Godin-Tremblay. Salut. Bienvenue, Laurence. Merci. On est très heureux de t'accueillir. Alors, la question très sérieuse, brise-glace, pour commencer l'émission cette semaine. Quel animal décrit le mieux votre personnalité? James, j'ai le goût de commencer avec toi. Ben voyons, sinon c'est évident, c'est le gérénuc. C'est quoi ça, le gérénic? Regarde, je t'ai même imprimé une belle image, tu vois. OK, ça a un très long cou, c'est ça? Ouais, ils appellent ça là, un peu la gazelle girafe. Mais en c'est fait. mais c'est pas physiquement, donc il a dit, c'est psychologiquement ou? Ben, ça dépend, ça peut être les deux. Ah, c'est plus le cou long ou les oreilles qui te ressemblent? Moi, je pense que c'est plus l'aspect furtif, alerte, voilà. OK, très intéressant. Comment tu appelles ça, cet Le animal-là? gérénuc. Gérénuc. Alors, on ira voir ça dans Google Images. Oui. Pour ceux qui nous écoutent à la radio. Toi, Laurence? Quand j'étais dans les scouts, j'avais un totem, là, c'était écureuil agile, là, parce que j'étais très sportive, puis je grimpais dans les arbres. Bon, après 20 ans, puis 3 grossesses, je dirais que ça me reflète plus. Avant de venir à l'émission, j'ai dû tirer mon lait pour faire garder ma fille, fait que je dirais une grosse vache. Bon, ben c'est toi qui le dis, nous, on n'a rien dit. Mais c'est fluide, là, ça peut changer. OK. Mais quand on tire son lait, on se sent comme ça. Bon, ben, Benjamin, toi? Peut-être en raison de mon amour de l'obscurité puis de ma vue assez mauvaise, on m'a parfois comparé chez des individus un peu mesquins à une taupe. À une taupe. Bon, excellent. Très intéressant. On aurait pu demander l'expertise d'Anne-Marie, notre collègue, qui a un charisme pour voir les animaux chez les Pour autres. vrai, Anne-Marie Ouais. Rodrigue, on lui demandera lors d'une prochaine émission. C'est un don du Saint-Esprit ou Oui. Un don très alternatif. C'est ça. Bon, merci. Maintenant que la glace est brisée, on peut y aller avec cette émission. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble des élections américaines. Donald Trump est-il une menace à la démocratie? Nous entendrons aussi l'édito de James Langlois qui a des conseils à nous donner en matière d'amour et d'argent cette semaine. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle qui a suscité l'indignation de l'Assemblée nationale du Québec la semaine dernière. L'Assemblée nationale du Québec a demandé la semaine dernière la démission de la représentante spéciale du Canada dans la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, après qu'elle ait recommandé d'accroître la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes. Benjamin Boivin, est-ce que la discrimination positive basée sur la religion, c'est une vraie ou une fausse bonne idée selon toi? C'est certain que dans une démocratie libérale comme la nôtre, la discrimination positive de ce genre-là, ça tend à choquer les esprits. Il y a toujours une bonne partie de la population qui va avoir le sentiment que le meilleur moyen, finalement, d'atteindre des nominations pour des postes de haute responsabilité, comme celui de professeur d'université, là, qui est quand même très recherché, c'est davantage un mode méritocratique. Et donc, que la meilleure manière, finalement, de choisir les professeurs, ce serait basé sur le mérite. Celui qui a fait les meilleures études, celui qui est le mieux spécialisé dans le domaine où on a besoin d'un spécialiste, finalement, dans une université particulière. Et je pense qu'il y aura toujours une proportion non négligeable de la population qui va avoir un mauvais sentiment par rapport à ce genre de mécanisme, finalement. Après, il y a un objectif peut-être légitime qui est poursuivi par cette proposition-là, qui est d'accroître la représentativité dans une institution d'élite, parce que finalement, au Canada, il y a de plus en plus une population extrêmement diversifiée, puis on peut reconnaître peut-être un certain bien à ce que dans les fonctions de haute responsabilité, il y a une représentation accrue de l'ensemble de la diversité canadienne. Mais quel est le meilleur moyen pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est d'un côté peut-être de s'organiser pour que la société fonctionne de manière plus équitable, pour que des discriminations à la racine soient davantage éliminées, plutôt que d'y aller avec une stratégie verticale de discrimination positive pour créer finalement des figures représentatives à l'intérieur des grandes institutions pour que peut-être les plus jeunes se sentent mieux représentés et ainsi plus capables de rechercher ces positions-là. Je pense que du point de vue de l'acceptabilité sociale, dans une grande partie du Canada et en particulier au Québec, ce mode-là de démocratie, de discrimination positive, en particulier à ce qui a trait au phénomène, à l'aspect religieux, sur la base de la religion, est vraiment difficile à tolérer. C'est ça qui est nouveau, parce qu'on s'est un peu habitué quand même à la discrimination positive basée sur le sexe, basée aussi sur les minorités visibles, mais là, le fait d'y aller sur une religion, c'est plus au niveau des idées, parce qu'on peut être une personne née au Québec, de blanche, et adhérer à la religion musulmane. Bon, il y a aussi la question de l'auto-identification. Évidemment, on peut penser qu'une minorité visible ou une minorité sexuelle, par exemple,
Bon, mais il s'agit de cas manifestes. La différence, elle est visible et puis on peut aisément dire, ah ben là, on prend par exemple une personne d'origine africaine pour occuper ce poste-là parce qu'on aimerait mieux représenter la population africaine qui vit au Canada. Évidemment, sur l'aspect religieux, c'est un peu plus compliqué quand même parce que, bon, en général, la société canadienne n'a pas un mécanisme structuré qui reconnaît l'adhésion des uns et des autres citoyens canadiens à une religion, un mécanisme qui serait basé sur autre chose que l'autodéclaration. C'est ça, parce que si un homme blanc, né québécois, de souche, entre guillemets, se déclare adhérer à la religion musulmane, mais pourtant ne pas adhérer à beaucoup d'idées que d'autres musulmans adhèrent, comment on va faire pour lui dire « t'es pas un vrai musulman » ? Et de fait, il y a des personnes issues de la communauté musulmane au Québec en particulier qui militent depuis plusieurs années maintenant pour la mise en place de mesures laïques à l'intérieur de l'État, qui sont des gens qui pratiquent la religion musulmane, qui s'autodéclarent comme musulmans et qui sont parmi les plus farouches critiques de cette proposition-là. J'allais dire, c'est un peu conséquent aussi avec son poste parce qu'elle, elle est comme commissaire à l'islamophobie, de lutte contre l'islamophobie. Et puis, Justin Trudeau a choisi une musulmane pour occuper ce poste-là. Et une musulmane voilée aussi, C'est ça. qui représente un certain type de musulmans. Toutes les femmes musulmanes ne choisissent pas de porter le voile. Non, effectivement. Oui, puis l'État ne se reconnaît pas la légitimité, finalement, de reconnaître une forme orthodoxe d'une religion particulière à l'opposition de formes jugées hétérodoxes. L'État canadien ne va pas dire « Ah, voici une personne qui représente un islam sunnite orthodoxe », par opposition à une autre personne qui, à l'intérieur de sa communauté, peut-être pourrait être critiquée pour ses positions qui seraient en divergence par rapport à la majorité. Est-ce que ce genre de discrimination positive basée sur la foi ou la religion risque d'aider l'intégration de la réalité musulmane au pays ou d'y nuire? Parce que là, ce qu'on a vu, c'est plutôt une réaction très négative de l'ensemble des élus québécois. Là, c'est à l'unanimité qu'on a demandé sa démission. Oui, bien, c'est certain. Moi, je pense qu'en général, dans une démocratie libérale, les procédures, les mécanismes de discrimination positive sont généralement mal acceptés et donc ils tendent à susciter un mouvement de rejet immédiat après avoir été mis en place. Et généralement, lorsqu'ils sont mieux acceptés, finalement, c'est après une longue période de temps. C'est probablement ce sur quoi mise la personne qui a fait cette proposition-là. Maintenant, il y a des cas différenciés. Dans le monde canadien-anglais, il y a quand même une plus grande proportion de la population qui est réceptive à ce genre de mesures-là parce qu'acquise à une vision multiculturaliste de l'organisation sociale, alors qu'au Québec, indépendamment de notre perception de l'arrivée d'immigrants issus du monde musulman, il y a une compréhension largement répandue de l'État comme représentant un idéal laïque. Et ça crée l'impression, et peut-être la réalité, d'une confrontation entre une partie de la population et l'autre partie sur des valeurs essentielles de l'État. Pas seulement sur une question pas seulement sur la foi de la personne en particulier, mais aussi sur le regard qu'elle jette sur le mode d'organisation sociale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne faudrait pas faire la même chose pour pratiquement toutes les religions qui sont souvent minoritaires, d'autres religions aussi au Canada, que ce soit sikh, qu'on soit hindou, qu'on soit bouddhiste? Même les catholiques au Québec, les catholiques pratiquants, en tout cas, sont très minoritaires aujourd'hui. Oui, et très peu représentés dans les institutions d'élite maintenant. On dit que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté en nombre au monde en ce moment. Oui, bien là, évidemment, je pense pas qu'on pourrait pas dire ça nécessairement du Québec. Il y a des États... on se fait écœurer, là, quand même. Une persécution psychologique, disons. Disons, des moqueries. Il y a des États dans le monde occidental, pour ne parler que, disons, de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, qui ont des modes d'organisation, de gestion du religieux très différents. Il y a des endroits, comme en Allemagne, par exemple, où certaines églises jouissent d'une reconnaissance officielle qui est accompagnée d'avantages qui sont non négligeables à l'intérieur des institutions de l'État, des systèmes de santé, des systèmes d'éducation. Le Canada et le Québec, de manière un peu différente, ont fait un choix complètement différent. Et donc, on imagine difficilement, là, au Canada, arriver à une situation où il y aurait, dans une faculté, par exemple, de philosophie, un nombre de professeurs issus du monde musulman, issus du monde juif, issus du monde chrétien. Je pense que la société canadienne, en général, est peu susceptible d'accepter ce mode de formation et de consolidation des élites.
Mais j'allais dire, tu sais, les élus québécois, ils veulent sa démission aussi. C'est pas juste pour cette affaire-là, mais il y a comme une accumulation depuis qu'elle est à ce poste-là. En fait, oui, c'est ça. Ça fait plusieurs demandes de l'Assemblée nationale unanime pour sa démission, liées à des controverses précédentes, notamment sur des propos qu'il a eus à l'endroit de la majorité historique francophone et plusieurs autres sujets. Rapidement, Laurence? Bien, pour avoir été victime moi-même de discrimination positive, là, c'est-à-dire on m'a invité à des conférences des fois, puis on m'a présenté comme on est content parce qu'on a trouvé une femme pour venir vous parler. Ben, c'est pas ça qu'on fait, on n'est pas du. C'est ça, ici aussi, je le sens. Non, mais ça introduit justement une méfiance. Les gens, peut-être, qui se disent, peut-être qu'elle est juste là pour. Elle n'est pas compétente, elle est juste là parce qu'elle est une femme. Puis moi, personnellement, la discrimination positive, ça m'achale parce que après ça, c'est ça. Les gens ont une méfiance quand j'arrive, puis ils se demandent si je suis là pour un quota ou. D'ailleurs, est-ce que je suis là pour un quota? Ben, je pense que le pari de ceux qui font la promotion de la discrimination positive, c'est qu'avec le temps, ça va les avantages dépassent les. Non, mais un, c'est bien, les deux, c'est mieux. En tout cas, Laurence, je peux t'assurer que tu n'es pas ici simplement parce que tu es une femme, mais parce que tu es une femme intelligente et compétente. Merci beaucoup, Benjamin Boivin, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci. Ça fait plaisir. James Langlois, on est encore très loin de la Saint-Valentin, mais tu as déjà quelques conseils à nous donner en matière d'amour et d'argent pour bien se préparer cette année à la Saint-Valentin? Ben oui, Simon. Mais ou à la vie en général? À la vie en général. Loin de moi l'idée de vous faire penser trop d'avance à vos dates ou à vos dettes. Mais comme les décorations de Noël sont déjà sorties dans les magasins, puis que les maisons commencent à peine à revêtir leurs plus beaux apparats de plastique pour l'Halloween, pourquoi s'en priver de parler de Saint-Valentin déjà? Mais non. Tu n'as pas trouvé de meilleure idée, dans le fond, c'est ça que tu me dis? Exactement. Okay. Mais non, vous avez peut-être vu comme moi ce grand reportage d'intérêt national de notre cher média public. Je ne parle pas de l'article qui vient hanter chaque automne les écolos qui cherchent à répondre à la question « Doit-on ou non ramasser ses feuilles d'automne? » Je parle de la grande entrevue avec l'ex-grand ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, dans lequel on apprenait qu'il avait quitté la politique, non pas parce que son projet Nordvolt s'en allait dans le clos, mais parce qu'il était en amour. Ah, mais c'est beau ça, l'amour, ça justifie tout, non? Soit dit en passant, sinon, c'est pas... Prendre le clos avec un char électrique, là, ça ne change pas grand-chose, hein? C'est la même chose. C'est la même chose, OK. Mais vous pouvez me dire... c'est plus vert quand même. Ouais, c'est à voir, la batterie va peut-être exploser. Mais vous pouvez dire là-dedans, est où la nouvelle? Parce que qui était en amour, on le sait depuis longtemps, là, il a dépensé 710 millions pour ce projet d'usine à batterie. Je pensais que tu allais dire en restaurant avec la femme qui l'aimait. Peut-être, alors que les finances de la compagnie Nordvolt ne vont pas très bien. Comme dirait notre collègue Benjamin, ici présent, son départ est paradigmatique pour l'avenir de Nordvolt au Québec. Tu cherches le trouble, je vais me venger, c'est ça? Autrement dit, attends, j'ai pas fini, l'auto à batterie, c'était pas la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais coup de théâtre, sa successeur, la ministre Fréchette, a quand même déclaré cette semaine que le courant passe toujours entre Nordvolt et le Québec, de quoi exciter les plus romantiques. Par contre, les écolos, eux, sont toutefois un peu moins électrifiés. Ils rappellent que, je cite, « l'économie circulaire implique une réduction du nombre d'objets consommés, un plus grand réemploi et plus de recyclage, ce dans quoi l'usine de Nordvolt n'était aucunement compétente. » Mais l'amour, c'est-tu de l'économie circulaire, ça? Oui, intérieure. Mais il y a une autre grande compagnie dont on apprenait récemment la faillite et qui a aussi une histoire d'amour avec le Québec, c'est Tupperware, ou comme disent nos collègues français ici, Tupperware. Tupperware. Parlant de transition énergétique ou écologique, Tupperware avait au moins le mérite de traverser le temps. Leurs plats sont même réutilisables et on peut s'en servir autant pour les soirées cinéma que les épisodes de gastro. Mais cela dit... Sous quel rapport exactement? Ouais, non, là, je vous laisse... il faut des tu les détails. réutilises pour tes lunchs. Ça, c'est ta famille, je pense. C'est ta famille. Cela dit, des plats Tupperware ou des chars électriques, Simon, ça coûte cher. Puis les consommateurs ne pouvant plus en acheter pourront peut-être commencer à penser à rembourser leurs dettes d'impôts, lesquels remboursements pourront servir à financer un autre 300 millions pour Nordvolt. Sinon, ben, on espère que l'amour donnera des ailes à ceux qui veulent une voiture électrique, comme il en donne à Fitz. Je l'appelle communément comme ça. Vous êtes bien chummy. Oui, c'est ça. Okay. Parce que pour éviter de se perdre dans l'accumulation de plats Tupperware ou dans l'envie d'une nouvelle voiture, on est mieux de vivre un amour vrai. En connaissez-vous? Non? Justement, le jubilé de 2025... Tu nous as pas laissé le temps de répondre. Tu nous connais trop bien ou trop mal. C'est ça. Le jubilé de 2025 nous propose la date par excellence, celle avec le bon Dieu. Ceux qui connaissent cette tradition judéo-chrétienne, comme vous, savent que c'est une année durant laquelle nos dettes sont remises, qu'elles soient temporelles ou spirituelles. Je dirais qu'en amour comme en affaires, on a besoin de repartir à neuf, de recharger nos batteries d'un pardon sans limite. C'est bon, ça.
Mais ça me fait un peu penser à ce que j'ai dit à mon fils en fin de semaine dernière, qui a renversé l'aquarium que sa sœur venait de recevoir en cadeau d'anniversaire. Excuse-moi d'avoir crié après toi, je te pardonne d'avoir touché au cadeau de la jubilaire, même si on t'avait averti, mais tu es un maudit tannant, ou comme on dit par chez nous, un monstre à batterie. On peut donc, en terminant, souhaiter un bon jubilé à Fitz, à Nordvolt et à Tupperware. Merci beaucoup, James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe. Merci pour tes très bons conseils. Après 2 tentatives d'assassinat, Donald Trump continue de susciter les passions les plus vives dans la course à la Maison-Blanche. Sauveur élu de Dieu pour certains, dangereux tyran pour d'autres. Notre question choisie par Laurence Godin-Tremblay en discussion cette semaine. Donald Trump est-il une menace à la démocratie? Laurence, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. J'ai pris la question, en fait, je l'ai volée à nos amis les démocrates, là, qui sont tout le temps... En fait, c'est le mot d'ordre là, pour ces élections, je pense, là, de dire que Donald Trump est une menace à la démocratie. Nos amis les démocrates, tu parles de... Aux États-Unis. Ah, okay. Nos grands amis les démocrates aux États-Unis. Tu connais sûrement Kamala Harris personnellement, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pris cette question-là, puis ça m'a frappé aussi parce que je l'ai choisie parce que j'étais à la friperie Saint-Vincent-de-Paul l'autre jour, puis les employés disaient « Dommage qu'il l'ait manqué, il faudrait qu'on y aille nous-mêmes pour finir la job. » Puis j'avais été quand même surprise. Là. C'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois aussi, des gens qui étaient déçus que Donald Trump... son assassin l'ait manqué. Ouais. C'est ça. Donc, je me suis dit, il doit vraiment être une menace à la démocratie pour que les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul veuillent finir la job. Tu présumes que les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul sont spécialement attachés à la démocratie? Ou peut-être qu'ils ne sont pas. C'est ce que j'allais dire, des tentatives de meurtre, c'est quand même une menace à la démocratie. C'est ça. Mais aussi, donc là, Laurence, est-ce que c'est une menace ou pas à la démocratie? Alors, j'ai tergiversé sur le sujet cette semaine, mais essentiellement, je dirais non. Que Donald Trump n'est pas une menace à la démocratie, du moins... Évidemment, il y a comme du plus et du moins. On pourrait dire que du moment qu'on ment, du moment qu'on est dans les médias, qu'on fait de la désinformation, il y a toujours, tu sais, on est plus ou moins une menace, là, comme on pourrait dire, je suis plus ou moins une menace à mon mariage, dépendamment de ce que je fais, mais est-ce que je suis une menace totale? Je pense pas. Et je pense pas que Donald Trump est une menace totale, comme voudraient le faire paraître les démocrates, c'est-à-dire en disant que ça serait la fin de la démocratie s'il était élu ou des choses de même. Mon plus grand argument, c'est simplement qu'il a déjà été président, puis la démocratie oui, mais Laurence, on va tout de suite t'objecter que vers la fin de sa présidence, il y a eu une insurrection au Capitole et puis que ça, c'était une grande menace à la démocratie. Oui, puis ça, c'est un exemple en particulier. Là. Évidemment, il y a eu cette insurrection-là qui a été encouragée par Trump et quoi qu'il en dise et quelles que soient les conséquences judiciaires de son action, manifestement, Trump, dans toute cette séquence à la suite de l'élection de 2020 qu'il a perdue, hors de tout doute raisonnable, a cherché à attiser l'ignorance dans la population en persistant, en mentant qu'il avait gagné l'élection, susciter des mouvements politiques dangereux, des milices, de l'action violente là, qui a culminé finalement dans cet événement-là au Capitole. Mais en fait, moi, je pense qu'on peut remonter beaucoup plus loin et voir que dès le début de son action politique en 2015, par une diversité de déclarations d'action, et une fois qu'il a été président, par une diversité de procédures administratives, a entrepris d'étioler les normes démocratiques. Là. Il l'a fait de plusieurs manières différentes. On pourrait nommer de nombreux exemples. Donc là, c'est intéressant parce que Laurence disait, ça dépend comment on entend attaque à la démocratie. Est-ce que c'est renverser le système démocratique pour instaurer une tyrannie ou toi, tu parles plus de diminuer l'influence des institutions démocratiques? Parce que les démocrates, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, il va devenir un despote. Écoute, moi, je pense que de dire que pour pouvoir parler de Trump comme une menace à la démocratie, il faut qu'on atteigne le seuil où Trump voudrait gagner l'élection pour établir une dictature, je pense que c'est créer les conditions pour avoir une discussion complètement inutile. Moi, je pense que le meilleur cadre d'analyse, et celui qui est repris par la plupart des démocrates et de beaucoup d'analystes américains en fait, c'est plutôt une question de gradualité. D'ailleurs, dans la littérature, dans la démarche intellectuelle la plus couramment attendue dans les études du phénomène démocratique, du comportement électoral, on parle plutôt d'une gradualité. Il y a des États qui ont une santé démocratique plus grande et d'autres États qui ont une santé démocratique plus faible. Et l'un des critères importants, et je crois qu'il est pertinent à l'égard de M. Trump, c'est le maintien de normes qui sont parfois écrites et qui peuvent être violées sans conséquence parfois, et de normes d'autres normes qui ne sont pas nécessairement écrites, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne marche des institutions démocratiques. Et dans un pays comme les États-Unis, où la Constitution est très simple,
où la plupart des éléments caractéristiques de la démocratie américaine sont en fait issus soit de législation, soit de normes administratives, soit de normes non écrites. Ces normes-là ont besoin d'être respectées et elles l'ont été par les présidents qui l'ont précédé, qu'ils aient été aimés ou non de la population, par Barack Obama, par George Bush, par Bill Clinton et ses prédécesseurs. Moi, je pense que Trump, à cet égard, représente un cas particulier, là, une manière particulière de faire la politique. Et de fait, la plupart des observateurs indépendants arrivent à la conclusion que l'état de santé démocratique aux États-Unis s'est profondément détérioré durant sa présidence et à la suite. Et on peut donner, encore une fois, plusieurs exemples pour le justifier. Bien, je trouve un de ces exemples-là, tu l'as un peu évoqué, mais pour moi, qui est assez flagrant, c'est son mépris un peu de la vérité. Parce qu'on ne sent pas qu'il est tant attaché à rétablir, à dire les faits comme ils sont. Même dans les débats, il dit un peu n'importe quoi pour faire rire. Il ne prend pas les choses au sérieux. Puis donc, je pense que ça, c'est très dangereux pour une démocratie. Par contre, si on avait un souci de la vérité, tu as, par exemple, Elon Musk qui dit « Moi, j'ai appuyé Donald Trump parce que je considère que Kamala Harris et les démocrates, avec leur projet de censure de toute idée qui n'est pas progressiste, est une menace à la liberté d'expression et donc une forme de menace aussi à la démocratie. » C'est l'argument que moi, je voulais lancer aussi, là, c'est-à-dire... on peut accuser Donald Trump de mentir et tout ça, là, ce qui arrive certainement dans certains cas. Puis je suis d'accord qu'il y a comme un côté... Je dis, ou bien il ment, ou bien c'est de l'ignorance crasse. Non, mais je veux dire, quand il cherche à convaincre le gouverneur de la Géorgie, par exemple, en 2020, qu'il a mal compté les votes de l'élection et qu'il doit recompter pour arriver à la conclusion que l'élection a été gagnée par Trump, il ne s'agit pas simplement de normes démocratiques de base ou de mensonges. C'est vraiment une attaque contre la bonne marche du système. Peut-être que les démocrates, parfois, ont une tendance à vouloir écraser certains discours de manière à favoriser finalement un ethos commun libéral progressiste et qu'on pourrait leur reprocher, mais c'est pas comparable. En confrontant, mettons, les médias, parce que c'est vrai que les médias, en ce moment, je pense, nuisent à la démocratie en étant partisans. Là. On le trouve aussi au Canada. Là. Moi, je pense que Radio-Canada est très partisan d'un certain côté, là, la gauche en l'occurrence, puis ça nuit beaucoup à la démocratie, parce que, je veux dire, les médias, c'est eux qui nous transmettent l'information. Une démocratie repose sur le fait que surtout une démocratie représentative, là, que ceux qui votent seraient informés puis éclairés. Donc, en confrontant les médias, est-ce qu'on pourrait dire au moins que Donald Trump n'a pas aidé un peu la démocratie ou d'une certaine manière, les gens qui manifestement le voient, là, manifestement, les médias sont biaisés, les médias... En dénonçant leur partisanerie. Oui, puis il est aimé en partie parce qu'il dénonce l'establishment, le fait qu'il y a une espèce de... En même temps, il ne fait que louer les médias qui sont 100% partisans de lui. Mais c'est pas une fausseté de penser qu'il y a une espèce de neutralité aussi dans les médias. Puis peut-être juste l'assumer. Lui, il révèle au contraire peut-être l'hypocrisie de certains qui se disent neutres alors qu'ils disent assumez votre partisanerie plutôt. Si Donald Trump était assassiné, comme certains le semblent souhaiter dans les gens que tu fréquentes, Laurence, est-ce que ce ne serait pas, à l'inverse, la plus grande attaque à la démocratie? Moi, j'imagine que si, à quelques semaines des élections, Donald Trump est assassiné, ça pourrait créer une révolte aux États-Unis et puis remettre en doute la validité de la prochaine élection. Et bon, il y a eu beaucoup de discussions à quel point, par exemple, Donald Trump a incité les événements qui ont eu lieu le 6 janvier au Capitole. Mais il y a beaucoup de discussions en ce moment sur à quel point les attaques de Kamala Harris, avant elle, Joe Biden, alimentent aussi les tentatives d'assassinat. Parce que je veux dire, le traité de nazi, dire qu'il ça va être la fin de la démocratie. Bon, là, je pense qu'il y a des distinctions quand même à faire. Là. Lorsque Trump, activement, à travers des canaux institutionnels et à travers les institutions politiques, les partis politiques, cherche à renverser le résultat de l'élection, c'est une manière d'agir contre la démocratie qui est beaucoup plus forte que de le critiquer pour un supposé... finalement une supposée mauvaise éthique démocratique, comme Joe Biden d'ailleurs le fait beaucoup plus que Kamala Harris le fait, et je l'ai dit dans une de mes précédentes chroniques, c'est beaucoup moins courant depuis quelques mois dans le Parti démocrate de parler de Trump comme une menace à la démocratie, tout simplement parce que cet argument-là, et je suis d'accord avec toi, a été surfait, il y a eu des exagérations, il y a eu des manières de parler de ça qui dépassent l'entendement et qui en font un dictateur potentiel, ce qu'il n'est manifestement pas. Et aujourd'hui, le Parti démocrate parle davantage du Parti républicain et de Trump comme une menace aux libertés individuelles qu'une menace au système démocratique. J'ai l'impression que c'est pas la bonne question aussi, parce que il y a des démocraties... Non, mais... Désolé, Laurence, mais il y a des démocraties qui ont voté l'assassinat de plein d'innocents, qui ont créé des génocides, qui ont voté des lois contre le bien commun. Pour moi, la vraie question, c'est quel candidate
va davantage favoriser le bien commun. Il y a même eu des rois dans l'histoire de l'humanité qui ont davantage favorisé le bien commun que des démocraties. C'est une question que je me suis posée en moi-même formulant la question que j'ai choisie. Là. En formulant Donald Trump utile une menace à la démocratie, je me suis demandé à quel point on vit dans des démocraties, puis à quel point, au sens, une démocratie dans le sens d'un régime qui vise le bien commun. Là. Parce qu'effectivement, il y a des démocraties comme des monarchies qui sont corrompues, où là, le bien commun n'est plus l'objectif. Mais, comme tu l'as dit, là, des objectifs pour le bien de seulement une majorité, de seulement une... Moi, je suis pour le Christ roi. Non, mais il y a des philosophes comme, je pense, Platon, Aristote diraient que la démocratie en elle-même contient sa propre menace. Là. On s'entend? Alors, je suis obligé de mettre fin à cette discussion qui va susciter, j'imagine, un tollé de réactions passionnées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, allez sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, du Verbe Média. Vous pourrez, vous aussi, émettre votre opinion, votre commentaire, dire comment déchirer votre chemise parce qu'on est trop pour Donald Trump, pas assez contre. Alors, on attend vos lettres de plainte. Exactement. Vous pouvez toujours le faire. Merci à vous trois. Ça fait plaisir. Laurence Godin-Tremblay, côté culture, tu nous suggères un balado québécois cette semaine. Oui, bien, au Verbe, On n'est pas du monde, on a accueilli Jérémy Noah-Thériault, plus connu sous le nom de GNT, là, un influenceur. Bon, si vous le connaissez pas, c'est peut-être normal, là, c'est plus pour les jeunes, encore plus jeunes que moi. Là, tu présumes que nos auditeurs et nos téléspectateurs sont vieux, c'est ça? Non, mais certains peut-être ne le connaissent pas. Mais bon, c'est un influenceur très connu, là, 150 000 abonnés sur YouTube, encore plus, je pense, sur Instagram. Puis il est venu à nos studios, mais il y a plusieurs aspects de son histoire parce qu'il s'est converti qui sont laissés en suspens. Et il est allé à un autre balado qui s'appelle Cœur ouvert avec un autre influenceur qui s'appelle Alex Labbé. Cœur ouvert. Ça s'appelle Cœur ouvert. Ah, c'est beau. Il sort une nouvelle chanson, le GNT, aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est son album, là, sous peu, qui va être lancé. Ah, bon, allez écouter ça aussi. Mais allez écouter aussi à Cœur ouvert ce balado-là, parce que là, on a plus vraiment 2 heures de discussion où il raconte sa conversion. Puis c'est aussi intéressant, il parle de comment il conçoit l'évangélisation dans la rue, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau hein, quand on se convertit, d'aller dans la rue puis de dire... il nous parle de ça. Allez écouter ça, c'est quand même intéressant. Merci. Donc, c'est le balado à cœur ouvert avec Alex, l'épisode L'illusion du bonheur avec JNT. Merci, Laurence. En musique, on se laisse cette semaine sur la chanson Peace of Mind de l'auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste. Il fait tout ce gars-là. Leif Volabek, est-ce que c'est comme ça qu'on dit son nom, James? Leif Volabek, bon, tu le dis mieux que moi. C'est tiré de son nouvel album Révélation, paru le 27 septembre dernier. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez toujours partager, commenter cette émission sur les réseaux sociaux du Verbe Média, spécialement sur notre page YouTube. Merci à Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique, ainsi qu'à Marie Lalibert. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbaux Matins. Running through the streets of the village, talking to strangers on high 90.